Merci beaucoup, Dr. Valiquette. Nous allons maintenant prendre des questions. Vous pouvez poser des questions en anglais ou en français aux deux urologues et nous essaierons de répondre à autant de questions que possible. On a déjà reçu beaucoup de questions en ligne, donc ça va être une période de questions animées. Pour ceux qui sont dans la salle de conférence, j'apprécierais bien si vous pourriez venir au micro afin que nous puissions vous entendre. Le micro est ici. Pour ceux qui sont sur la webdiffusion, s'il vous plaît, continuez à soumettre vos questions en vous servant du bouton « Poser une question » au droit de l'écran, du côté droit de l'écran. Et j'aimerais inviter le Dr. Sad, les Dr. Sad et Valiquette à venir ici sur la scène pour cette période de questions. L'effet des pilules, comme le Viagra ou le Cialis, est-ce que c'est cumulatif ou seulement lorsque vous avez la dose dans votre corps? Si vous en prenez plus, est-ce que ça fonctionne mieux? Si vous en prenez plus, ça va mieux fonctionner, mais le problème, c'est que ce n'est pas cumulatif dans le temps. Et encore une fois, et je sais qu'il y a de la controverse, et je suis certain que Fred recommande à ses patients, après la chirurgie, de se servir de ces médicaments. Ça ne nuit pas de prendre ces médicaments. Même si vous prenez 5 mg ou 10 mg ou 20 mg ou 50 mg ou 100 mg de ces pilules tous les jours, il n'y a pas de preuve qu'après 1 an, votre érection deviendra normale. La seule chose qui est certaine, c'est que si vous prenez ces médicaments, que ce soit régulièrement ou non, si vous en avez assez dans votre système, si vos nerfs commencent à fonctionner, vous allez le voir plus rapidement que le gars qui ne prend pas ces médicaments. Ça, c'est certain. Mais est-ce que vous devriez prendre 5 mg? Écoutez, si vous regardez la littérature, les recommandations pour ces traitements, il y en a qui recommandent 5 mg de Cialis à tous les jours. 1 mois après la chirurgie, il y en a d'autres qui recommandent 5 mg aux 3 jours. Il y en a d'autres qui recommandent 20 mg 2 fois par semaine. Il n'y a aucun consensus. Et il y a certaines études qui démontrent que si on prend une dose plus élevée, sur demande, vous allez voir les résultats, vous allez mieux voir les résultats que si vous prenez une petite dose à tous les jours. Je suis désolée, il doit parler au micro. C'est important. On leur dit, commencez, mais n'abandonnez pas après 1 ou 2 pilules parce que les nerfs, parfois, vont récupérer 6 mois après la chirurgie. Donc, il ne faut pas se décourager trop rapidement. Et vous savez, il y a des patients, les patients veulent avoir leur érection, mais c'est dispendieux. Et vous savez, si on dit à un patient de prendre 5 ou 10 mg à tous les jours pendant 1 an, à 5, 10, 15 $ la pilule, mais ça coûte cher. Si vous êtes certain que vous n'aurez pas de dysfonction érectile après 1 an, ça vaut probablement la peine, mais en réalité, c'est pas clair. La réponse n'est pas claire. Moi, ce que je recommande aux patients, c'est comme Fred a dit, si vous l'essayez 1 fois ou 2, puis ça ne fonctionne pas, ne dites pas « je vais attendre 1 an ». Attendez 2-3 semaines, essayez encore. Et essayez, si vous allez l'essayer, essayez une dose plus élevée que 5 mg de Cialis 3 fois par semaine. Si vous allez l'essayer, prenez une dose plus élevée. Mais le prix à payer, si vous prenez une dose plus élevée, c'est que peut-être que vous allez avoir plus d'effets négatifs ou d'effets néfastes. Parce qu'il peut y avoir des effets néfastes. Parfois, ça peut donner un mal de tête ou un nez qui coule. Il peut y avoir des effets comme ça. Mais si vous voulez vraiment savoir si vos nerfs s'améliorent, si votre récupération s'en vient, prenez une dose plus élevée régulièrement. Et lorsque ça s'améliore assez, vous allez mieux voir les choses que si vous ne prenez rien. Si vous aviez une opinion ou de l'information sur les essais cliniques qui commencent en Europe avec le TUCAD? The question was regarding TUCAD. Donc, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé environ 15 ans et maintenant, ça recommence. Ils ont fait une étude qui a été publiée récemment et ça semble être efficace. Donc, je pense que c'est une technique qui est prometteuse. Encore une fois, c'est pas comme la brachythérapie, c'est pas pour tout le monde. Mais le TUCAD, pour ceux d'entre vous qui n'avaient jamais entendu parler, c'est un genre de laser qu'on met dans la prostate. Il y a une source lumineuse qui doit être activée et
Ce qu'on essaie de faire, c'est de tuer le cancer de la prostate avec quelque chose qui n'est pas très invasif, comme la brachythérapie. C'est prometteur, mais ils doivent travailler là-dessus. Les essais sont en cours, alors c'est pas prêt encore pour tout le monde, mais on cherche toujours des façons plus simples de traiter, surtout pour les patients qui ont un cancer qui n'est pas très agressif. Donc l'idée, vous savez, il y a HIFU, il y a d'autres techniques qui n'ont pas fait leur preuve encore, mais où on essaie de traiter peut-être une portion de la prostate où se situe le cancer. Mais on a encore de la difficulté à voir le cancer. C'est pas comme un cancer des reins où c'est très évident et qu'on peut mettre une sonde et le tuer. Avec le cancer de la prostate, notre imagerie n'est pas parfaite. Je vous ai montré l'IRM. Parfois, il y a un cancer qui est très agressif et qu'on ne voit pas. C'est pour ça que c'est difficile de se concentrer sur juste une région de la prostate. Le cancer du sein, on peut se concentrer sur une région, on peut enlever une bosse, mais avec la prostate, malheureusement, c'est pas aussi précis. Mais l'avenir est prometteur. Mais la technique n'est pas prête encore. Mon père a 63 ans. Alors, il a une castration chirurgicale. Quelles sont les options pour obtenir une érection? Est-ce qu'il y a d'autres options? Il y a une castration chirurgicale, mais est-ce qu'il avait des bonnes érections avant la chirurgie? Et il y a eu une castration pour le cancer de la prostate? Bon. On ne va pas lui offrir des hormones pour remplacer la castration parce que ça fait partie de son traitement. Donc, s'il veut, on peut lui offrir un traitement vasculogénaire avec des injections dans le pénis. Si ça ne fonctionne pas, il peut essayer tous les traitements. Si les pilules ne fonctionnent pas, il peut essayer les injections. Si ça ne fonctionne pas, il peut essayer autre chose. Mais un des problèmes qu'on voit souvent avec les patients qui ont eu des traitements hormonaux, c'est que le désir d'avoir des activités sexuelles diminue. Et souvent, ils ne consultent pas ou ils consultent beaucoup moins que ceux qui ont encore leurs testicules et qui ont beaucoup de testostérone. Lorsqu'on diminue le testostérone, ils demandent beaucoup moins de traitement pour la dysfonction érectile. Le PSA est tombé à 1 ou quelque chose du genre, je crois. Pourriez-vous me dire si après l'ablation de la prostate, donc il y a 7 ans, il y a un taux minimum ou maximum du PSA à avoir? Alors, la question, s'il y a une ablation de la prostate, so if we've had... Alors, s'il y a une prostatectomie, l'objectif, c'est que le PSA devrait être à 0. Donc, s'il n'y a pas de cancer, s'il n'y a plus de cellules cancéreuses, ça devrait être à 0. C'est notre objectif. Ça devrait être le niveau minimum. Si c'est au-dessus de ça, ça pourrait indiquer que le cancer est revenu. Donc, après 7 ans, si c'est à 0, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème et les chances que ça revienne est très peu élevée, presque à 0 %. Si c'est plus élevé que ça, bien, le taux de progression, c'est ça qui va nous aider à décider si on doit traiter ou non. Mais il n'y a aucun maximum qu'on peut accepter. Si c'est au-dessus de 0, ça veut dire que le cancer revient et on va suivre ces patients. On ne leur donne jamais leur congé si leur PSA est au-dessus de 0 après 7 ans parce que ça pourrait continuer à augmenter et peut-être qu'on va devoir traiter. Dr. Sen? Groupe de patients que vous suivez à faire des exercices physiques. Est-ce que la liste est déjà close ou bien... Non. Alors, le programme d'exercice qu'on veut qu'on commence est pour des gens qui sont dans un certain stade de la maladie. Alors, des gens qui sont déjà avec des métastases et qui ne répondent plus aux hormones. Et l'étude, pour voir si l'exercice fait vraiment une différence, la moitié vont avoir le programme d'exercice. L'autre moitié, on va juste leur recommander de faire de l'exercice sans avoir un entraîneur. Alors, c'est une étude comme si c'était un médicament. So the study is as if it's a drug. Alors, c'est comme si c'était un médicament. Les patients sont randomisés. Donc, lorsqu'on fait un essai clinique pour voir si un médicament fonctionne,
La moitié des patients prennent le médicament, l'autre moitié prennent les soins standards ou un placebo. Et c'est ce qu'on fait ici. On ne peut pas leur donner un placebo parce qu'on ne peut pas faire semblant de ne pas faire de l'exercice physique. Donc, la moitié des patients vont s'entraîner avec un entraîneur et les autres vont avoir des recommandations d'exercice. Et on sait ce que les patients font avec des recommandations de faire de l'activité physique. Hein? Ils lisent la liste, peut-être qu'ils vont aller se promener dans le voisinage, ils vont faire le tour de la maison, mais le programme d'exercice est il a été développé en Australie. Donc, on travaille avec Harvard, avec l'Australie, avec d'autres instituts. Donc, ça semble avoir le potentiel d'améliorer la survie, mais on doit le tester parce qu'il pourrait y avoir des risques lorsqu'on fait de l'exercice, lorsqu'on a un cancer dans les os. Alors, on va regarder ça comme tout autre médicament et ça va prendre 5 ans à faire cette étude. Et c'est un investissement de Movember, un investissement de 15 millions de dollars. Question juste avant vous, une qui est rentrée en ligne. Non, restez là, s'il vous plaît. Restez là, s'il vous plaît. I had my prostate removed in J'ai eu une prostatectomie en 2009. Je vais faire un test de PSA aux 6 mois. À chaque fois, le PSA augmente un petit peu, de 0,3 à 0,9 en 8 ans. J'ai 79 ans. Est-ce que ça devrait m'inquiéter? Non. Mais vous devez être suivi parce que peut-être que vous allez vivre jusqu'à 100 ans et je ne peux pas prédire où vous allez être dans 10 ans. Si vous êtes en santé à 79 ans, c'est probablement raisonnable de faire un suivi parce que si tout à coup, écoutez, c'est rare, mais ça arrive que le PSA augmente rapidement et on va regarder les avantages, les désavantages de traiter. Et ce serait probablement un traitement par hormones. Et aujourd'hui, on donnerait rarement des hormones, surtout à un patient dont le PSA augmente lentement avant qu'il ait un PSA de 20. Alors, c'est pour vous donner une idée. Lorsqu'on parle aux patients, c'est important. 0,9, c'est pas 0, mais c'est loin d'être 20. Et ça, ce serait la moyenne pour un patient de 79 ans, 80 ans, avant qu'on s'inquiète, parce que les risques de propagation, de complications sont très rares sous un PSA de 20. Et les choses ont changé parce qu'au début, tous les patients se faisaient castrer ou bien il y avait des traitements en continu. Mais aujourd'hui, on a compris que l'hormonothérapie ont aussi des effets négatifs et des complications. Et si vous avez 79 ans et que ça augmente lentement? Les nerfs érectiles ont été coupés lors de la chirurgie. Est-ce que dans les solutions que vous avez proposées tout à l'heure, il y en a qui peuvent fonctionner quand même? Je peux répondre en français, pas de problème. Je traduirai en anglais. Sorry. Un des problèmes des nerfs, les nerfs, ils sont très petits. Puis mes collègues chirurgiens qui font des prostatectomies radicales, moi, je fais plus ces interventions-là, j'en fais d'autres, mais reconnaître les nerfs, puis être sûr que le nerf, c'est celui-là exactement, là, les nerfs sont tout petits. C'est pas juste un nerf qu'on voit. Il y a d'ailleurs eu des études à un moment donné où on a dit on va prendre des nerfs de la jambe, puis on va aller les transplanter là pour accélérer. Ça ne se fait plus aujourd'hui parce que c'est un plexus, c'est un paquet de tout petits nerfs qui sont dans une région. C'est sûr que plus on va latéralement, puis plus on enlève, plus on a de chance de les abîmer, mais même si on est collé sur la prostate, est-ce qu'on les a endommagés, ne serait-ce qu'en les étirant, en travaillant durant la chirurgie, des fois on écarte. Et c'est pour ça que tantôt, j'utilisais le terme de neuropraxie. Nous, on dit ça de façon simpliste, on a coupé le nerf, ou je pense, j'ai gardé vos nerfs, mais on s'est tenu le plus loin possible des nerfs, on les a tassés, mais des fois, juste tassés des petits nerfs, là, on les a juste étirés un petit peu. Puis juste le fait d'avoir été étirés un petit peu, ils sont peut-être endommagés, puis ils vont prendre du temps à récupérer. Alors, pour tous les patients avant une prostatectomie radicale, ils sont tous avisés, surtout quand le cancer est localisé, qu'on va tout faire pour essayer de se tenir loin de la région où sont situés les nerfs, puis on va essayer de les préserver. Mais on les a peut-être étirés quand même un petit peu, puis c'est juste le temps qui va nous dire si ça récupère. OK.
Donc, ça a été coupé. Dans le fond, il n'y a pas grand Ben, chance. si quelqu'un avait un cancer avancé, parce que des fois on le sait, là, le cancer OK. est avancé, c'est un gros cancer, puis on veut, pour des raisons d'oncologie, enlever plus large, en espérant enlever toute la maladie, bien là, si on sait qu'on a enlevé toute la région, bien là, des fois, on peut dire, après la chirurgie, vos nerfs, là, j'ai tout Oubliez ça. enlevé, j'ai fait ça large. Mais je vais vous dire, même chez ces patients-là, il y en a un petit groupe, puis je suis certain que Fred va le confirmer, il y a un petit groupe de patients, on est sûr qu'on a tout enlevé pour nous allé large. Puis le patient il dit, docteur, vous m'aviez dit que vous m'aviez enlevé toutes mes nerfs, puis 1 an, 2 ans après la chirurgie, il recommence à avoir des érections. Mais la question, est-ce que les traitements fonctionnent, Dr. Belliquette, c'est les cas qu'ils voient. C'est souvent les nerfs qui ont malheureusement pas pu être sauvés. Ouais. Et oui, ça fonctionne. Mais- C'est juste que le Viagra ou le Cialis, Ça- c'est moins de ben, chance. les traitements vasculogéniques, là, celui où on injecte le Muse dans l'urètre, où on prend du Viagra par la bouche, où on injecte la papaverine, c'est des médicaments pharmacologiques pour dilater les vaisseaux et augmenter la réponse nerveuse localement. Si ça a tout été détruit, ça ne fonctionnera pas. Alors, chez ces patients-là, ce qui va fonctionner, ça va être les pompes à vide ou les prothèses péniennes. Et c'est pour ça que quand un patient vient nous voir après une prostatectomie radicale, il vient nous voir souvent, c'est moi, quand je les vois, là, les urologues ont déjà prescrit les pilules, puis là, ils viennent me voir, parce que ces pilules, ça ne marche pas, puis là, ils veulent d'autres choses. Là, on essaie les injections intracaverneuses. On essaye le Muse. Puis quand ça ne marche pas, bien là, on explique aux patients que bien, soit avec le temps, peut-être que ça va revenir, mais si ça fait déjà plus qu'1 an qu'il y a eu sa chirurgie, on se dirige vers d'autres traitements. Et là, on parle de traitements définitifs, comme les prothèses péniennes. Puis ça, ça marche chez tous les patients. Bonsoir à tous. Je remercie tous les présents ici. Ma question se déroule sur l'érection. Dans mon cas, avant de faire l'ablation sur la prostate à 60 ans, je suis atteint de diabète. Automatiquement, mon érection est diminuée un petit peu. Je la sens quand même. Et puis, après l'ablation, bien sûr, je n'ai plus d'érection. Je pose la question, il y a beaucoup de traitements comme les médicaments, les injections, les mécanismes qu'on installe et tout ça. C'est compliqué un peu, je crois. Et puis, il y a les effets secondaires des médicaments et tout. Moi, je peux m'en passer de tout ça tout en gardant une harmonie dans le couple, en quelque sorte. Parce qu'on a l'habitude d'harmoniser la vie de couple sans le côté sexuel, peut-être. Je ne peux pas le négliger complètement, mais on essaye de vivre sur d'autres points de vue, sans que... Est-ce qu'il n'y a pas d'impact si on ne cherche pas à comprendre sur le côté érectile avec le temps? L'impact sur la santé, par exemple? Non. Non. Non, absolument pas. Et puis, je le mentionnais tout à l'heure, ça, c'est très personnel. Oui. Puis j'avais, à un moment donné, un petit mot, là, sexualité alternative, là. Oui. La sexualité alternative, c'est peut-être même pas des jeux sexuels. Oui. Moi, je vois beaucoup de patients, ils sont prêts à essayer, puis c'est les patients, c'est le couple qui décide où ils arrêtent. Oui, oui. Et moi, il n'y a pas, je n'ai pas rien à dire. Moi, j'offre tout. Moi, je dis qu'à l'extrême, là, moi, il n'y a pas un homme, je dis ça en blaguant, là, qu'il n'y a pas un homme qui va me résister. Là. Je suis capable de donner une érection chirurgicalement à n'importe qui. Là. Oui, d'accord, Mais c'est le patient qui décide. Est-ce que je prends les pilules? Est-ce que je prends les injections? Où est-ce qu'on arrête? Où on commence? Où on arrête? C'est pas négligeable, le côté sexuel, mais il y a beaucoup d'acrobatie, d'après moi. Il y a beaucoup d'acrobatie. C'est difficile à gérer, je crois. Dans mon cas, c'est difficile. Du moment qu'on est en parfaite harmonie du couple. Vous savez, vous me demandez... C'est dommage, je n'ai pas emmené ma femme avec moi ce soir, mais vous aurez dû avoir une idée à peu près si ma femme... C'est ça. Mais vous auriez pu l'amener, là. Mais moi, je les vois souvent en couple. Puis les gens me demandent, est-ce que c'est normal, docteur, là? Je veux pas... Il n'y a pas de normalité là-dedans, là. Oui. La normalité, c'est comment vous sentez par rapport à ça. C'est ça, oui. Et je vois des couples, moi, tout à fait épanouis, bien heureux, puis voilà. Ils n'ont pas de relations sexuelles, puis j'en vois d'autres. Moi, j'ai posé des prothèses péniennes à des patients et ils s'en sont jamais servis. Non, mais je vous dis la vérité. Parce que... Et statistiquement, 15% des prothèses péniennes qui sont installées
ne servent pas. En tout cas, pas pour la relation de couple. Parce qu'il y a des femmes qui refusent d'avoir une pénétration si ce n'est pas elle qui a provoqué l'érection. Non, mais c'est pour ça que je vous dis que et c'est sérieux, ça. Dans les études sur les prothèses péniennes, il y a 15 %, puis moi, ça m'est arrivé, j'ai des patients. Puis je demande toujours de voir les gens en couple. Et puis... Parce que nous, on a été une fois avec mon chirurgien. Ça fait une année déjà que j'ai fait l'ablation de ma prostate. On était en couple chez mon chirurgien. On a parlé un peu. C'est encore prématuré, mais on avait parlé. Mais on avait dit qu'on avait, en quelque sorte, on n'avait pas besoin de ça pour le moment. C'est personnel. C'est prématuré encore. C'est personnel, c'est une affaire de couple. Et il n'y a pas d'impact sur la santé et tout. C'est pas dangereux. Merci beaucoup. Merci. J'ai une question. Thank you, Dr. Saad. Merci, docteur, pour cette présentation. J'ai eu la dysfonction érectile depuis 2 ans. Au début de cette année, j'ai essayé des produits Regalia C191 sans succès. Maintenant, j'essaie Virectin Maximum Male Performance, encore une fois, très peu de succès. Qu'est-ce que vous pensez de ces suppléments nutritionnels ou des autres produits qui disent qu'ils peuvent aider avec la dysfonction érectile? Est-ce que ça vaut l'investissement? Les études concernant ces produits sont publiées dans le Journal de Montréal la plupart du temps. Et non, mais c'est vrai, c'est publié dans le Journal de Montréal. Ils disent que c'est scientifique, etc. C'est de l'homéopathie, c'est très populaire. Si ça ne nuit pas et si ça fonctionne parfait, si vous me demandez à moi si ça fonctionne, on a déjà de la difficulté à avoir des informations claires sur les produits qui sont approuvés, qui sont testés dans des conditions rigoureuses. J'ai pas de problème si un patient prend certains suppléments, mais parfois je dis qu'il y a aussi des dangers effrayants d'en manger. Le problème avec la vitamine E, il y a certains patients qui ont entendu que la vitamine E est bonne pour le cancer et ils prennent de la vitamine E. J'ai vu des patients qui m'ont parlé des tomates, des tomates cuites. C'est bon, mais si vous mangez juste des tomates, vous aurez un autre problème ensuite. Donc, est-ce que c'est bon, c'est mauvais? Si ça ne nuit pas, correct, mais les traitements que j'ai discutés, c'est des traitements qui ont été testés et je sais qu'ils fonctionnent. C'est tout ce que je peux vous dire. D'être venu ce soir là, pour nous informer. J'ai 2 questions. Première question, c'est au niveau des tests pour le PSA. Il y a de l'air d'avoir une tendance chez les médecins de famille que le test habituel annuel passe à biannuel. Moi, dans mon cas, je viens d'avoir une ablation complète. J'ai attendu 2 ans. Il y a 2 ans, j'étais à 5 dans mon PSA. Cette année, j'étais à 11. Est-ce que c'est la tendance qui continue? Est-ce qu'on parle d'une façon où on s'en va vers une... Regardez, c'est pas la faute des médecins de famille, premièrement. Nos 2 conjoints sont des médecins de famille. C'est plutôt vis-à-vis Québec. Oui, c'est pas Québec, c'est mondial. Okay? Okay. Ça a commencé aux États-Unis, qui ont été les premiers à regarder les évidences et ils ont été très durs envers le dépistage. Ils ont dit, on devrait arrêter ça. C'était un problème américain où ce qu'ils en faisaient trop. Ils traitaient des gens parce que c'était très lucratif de traiter. Alors, ça a été vraiment un désastre vers le surtraitement, surdépistage, et ça a enchaîné un peu à l'échelle mondiale de remettre en question le dépistage. Le même organisme qui a été très critique vient tout juste de revoir leurs recommandations il y a 3 semaines, que peut-être ils ont été trop sévères envers aucun dépistage. Ils ont même été à dire qu'il y a plus de risques à dépister que de ne pas dépister. C'était leur conclusion. Et ils avaient peut-être raison aux États-Unis. Il y avait probablement plus de tort de traiter beaucoup d'hommes dans les 80 ans et plus avec des petits cancers
qui faisait en sorte que, globalement, on faisait plus de tort à la population que de bien. Au Canada, on était un peu plus nuancé, surtout au Québec. On a dit, les évidences montrent que si on fait ça de façon rationnelle et intelligente, il y a probablement un peu plus d'avantages de dépister et après ça de discuter, comme Dr. Valiquette a dit, le pour et le contre. Mais les médecins de famille se trouvent au milieu de tout ça. Il y a leurs collèges qui leur disent « il ne faut pas dépister ». Et après ça, il y a nous autres qui disent que peut-être il faut en discuter. Alors, mais c'est vrai que le 2 ans, c'est quelque chose qui est répandu. En rétrospect, à 5, peut-être que je n'aurais pas attendu 2 ans. Mais ça devient très difficile. Mon neurologue me disait que si j'étais à 5, j'avais plus de chances de me faire frapper par un autobus. Oui, mais là, on le sait aujourd'hui. Par exemple. Ouais, mais là, on le sait aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de gens qui se promènent avec un 5 et qui restent à 5. Mais il y a beaucoup de travail à faire. C'est vraiment la recherche que Procure et beaucoup d'autres organismes font pour qu'on puisse un jour arriver à quelque chose d'un peu plus intelligent que de dire prise de sang, biopsie, traitement. Il y a tout un profil génétique, il y a des prédispositions, il y a toutes sortes de choses qui sont en train de s'élaborer dans notre façon de voir une personne dans sa globalité. My second question, if I may. Ma deuxième question. J'ai répondu en français. J'espère que tout le monde a compris. Le mot, le stigmatisme, concernant le Cialis. J'ai été opéré le mois passé. Mon médecin m'a donné une prescription pour le Cialis. J'ai vu que je devais dépenser 150 $ pour une pilule par mois pour une pilule de 5 mg. Mais l'opération a probablement coûté 5 000 $. Et je me demande, le stigmatisme qui est associé avec cette pilule, avec l'idée de dysfonction érectile, et que c'est bon à voir, mais ce n'est pas nécessaire. Est-ce qu'il y a de la pression sur le gouvernement de faire couvrir ça par le système médical? Le problème, c'est que ce n'est pas nouveau. Le problème, c'est que bien des patients ont une dysfonction érectile. Au Québec, il y a entre 500 000 et 750 000 hommes qui ont une dysfonction érectile. Ça, c'est une statistique. Ça suit l'âge. 40 à 40, 70 à 77 ans. D'accord? C'est à peu près comme ça. Si on fait le calcul, il y a beaucoup d'hommes qui ont une dysfonction érectile. Est-ce que le gouvernement donner du Viagra, du Cialis à tout le monde qui a une dysfonction érectile? Ça coûterait une fortune. Et si ça ne fonctionne pas, est-ce que vous allez aller aux injections? Et si ça ne fonctionne pas, est-ce que vous allez avoir des prothèses? Donc, à un certain point, ça devient très dispendieux. Maintenant, vous allez dire, ben, j'ai une chirurgie. Donc, à cause de la chirurgie, ça me prend ceci. Mais ensuite, il y a un patient qui va avoir le diabète. Il va dire, ben moi, c'est pas à cause de la chirurgie, mais j'ai un diabète. Donc, où est-ce qu'on commence? Où est-ce qu'on arrête? La seule chose, le seul traitement maintenant, et c'est assez nouveau, le gouvernement a accepté, on a eu un problème avec les prothèses péniennes. Le gouvernement a accepté maintenant que si un patient a essayé les pilules, les injections, ça ne fonctionne pas, il leur offre, je pense au Québec, l'équivalent de 100 prothèses péniennes pour le Québec dans 1 an. Et c'est tout. Ça, c'est le traitement final, une fois que le patient a tout essayé. Mais il y a tellement de patients, et si vous avez un cancer de la prostate et que vous êtes opéré, mais que vous fumez et que vous avez un diabète, ben peut-être que vous n'avez pas d'érection à cause que vous fumez. Peut-être que vous êtes diabétique parce que vous n'êtes pas bien nourri. Où est-ce qu'on arrête, puis où est-ce qu'on commence? Donc, la position du gouvernement, c'est très simple. C'est qu'il ne paye pas pour. Merci beaucoup. Après une prostatectomie radicale, la radiothérapie, l'hormonothérapie pour 2 ans, la post-surveillance pendant 2 ans, quelle est l'espérance de vie quand le cancer réapparaît? L'espérance de vie moyenne. C'est une question impossible à répondre. Chaque patient répond différemment. Mais quelqu'un qui se trouve chirurgie, radiothérapie, hormones,
et que le cancer commence à revenir, a encore beaucoup de chances de répondre aux hormones. Et tant qu'il répond aux hormones, on n'aura pas d'autre chose à ajouter. And we have patients that are in that situation. Il y a des patients qui sont dans cette situation, dans les essais cliniques qu'on a faits, qui ont vécu plus de 10 ans en moyenne. Donc, je pense que l'espoir, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire auprès d'un patient qui a une récurrence, même après tous ces traitements. Et on ne parle même pas des traitements dont j'ai parlé, lorsqu'il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Donc, je serais très optimiste. Mais c'est difficile de vous donner une réponse précise pour ce genre de questions. Mais je dirais qu'en moyenne, la plupart des patients vont vivre 10 ans. Et j'ajouterais quelque chose, c'est que si vous avez cette maladie, allez à des rencontres comme celle-ci, lisez, parce qu'il y a 15 ans, lorsqu'un patient venait dans mon bureau avec un PSA qui était un peu élevé, on faisait une biopsie, on trouvait un petit positif avec un score de glycine de 6, on enlevait la prostate parce qu'à l'époque, c'était le traitement. Le même patient, aujourd'hui, on dirait, « Mais tu sais quoi, c'est un petit cancer. Les chances sont bonnes que tu vas mourir d'autre chose. » On va te suivre. Il y a 15 ans, un patient qui avait un cancer avancé, on essayait l'hormonothérapie et après, on se disait, bon, ben c'est tout. Aujourd'hui, c'est complètement différent. On attend. On a des traitements intermittents. Et s'il y a une récurrence, on peut leur offrir plus d'hormonothérapie, on peut leur offrir de la chimiothérapie. Les choses ont beaucoup changé au cours des 10, 20, 30 dernières années. Et je suis certain que ça va continuer à changer au cours des 10, 15 prochaines années. Donc, si vous avez un petit cancer aujourd'hui, votre PSA augmente, prenez le temps. Parce que peut-être que dans 5 ans, ça va être complètement différent. PSA, j'avais un taux de 9 et passé à 14. Et la semaine dernière, il est à 32. Est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce que c'est un cancer automatique ou bien il faut faire une résonance magnétique ou bien des biopsies? Est-ce que la résonance magnétique aussi peut déceler le cancer ou faut absolument la biopsie? Donc, c'est 2 questions. OK. Ce que je parle souvent aux patients et j'essaie toujours d'éviter à ce que ça devienne des consultations parce que chaque cas est un peu différent et par respect pour votre cas que je ne connais pas en détail, mais je dirais en général, même un PSA à 30 ne veut pas nécessairement dire qu'il y a un cancer. Ça prend absolument une biopsie pour savoir si on a un cancer quand le PSA est élevé. La résonance magnétique, ça peut nous aider. Je pense que c'est vraiment avec votre spécialiste pour voir qu'est-ce qui est la meilleure solution, mais c'est sûr que ce n'est pas quelque chose à négliger et de se mettre la tête dans le sable et de dire « it's going to go away ». Je pense qu'il faut voir pourquoi ça a élevé. L'infection peut faire augmenter le PSA. J'ai vu des patients monter à 100 avec une infection dans la prostate. Des fois, la bicyclette intense. J'ai vu des patients passer de normal à 10 ou 15. Alors, il y a des choses qui peuvent faire augmenter le PSA qui n'est pas nécessairement le cancer, mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'imaginer que ça va disparaître tout seul. Il faut en parler et voir qu'est-ce qui serait le plus pertinent pour vous. D'accord, merci. Il y a un adage qui dit que « knowing is better than not knowing ». Fait que je pense que ça vaut la peine de savoir qu'est-ce qu'on a. Après, on pourra toujours décider est-ce qu'on fait un traitement ou pas. Mais refuser les investigations puis rien faire parce qu'on m'a dit que ça valait rien, ça, c'est un pendule. Hein? On est passé d'un pendule où ça traitait beaucoup trop. Puis actuellement, moi, en fait, Fred n'était pas résident. Moi, quand j'étais résident, là, les cancers de la prostate, on les diagnostiquait patients paralysés, couchés sur une civière à l'urgence parce qu'on n'avait pas de PSA. Et puis, on les trouvait, là, il y avait des maladies avancées, puis les patients étaient... Puis là, on les castrait pour faire diminuer le cancer. Après ça, avec le PSA, on est passé à l'autre extrême. Aussitôt que le PSA montait un petit peu, on mettait des aiguilles, on trouvait des petits cancers, puis on les enlevait tous. Puis là, je pense que c'est dans une phase qui a beaucoup plus d'allure maintenant. On s'inquiète moins, on fait plus d'investigations, on ne les traite pas tous. Mais les messages qui ont été passés parce que c'était allé trop là-bas, là, le pendule il est rendu trop de l'autre côté. Puis il y a beaucoup de patients maintenant
qui paye le prix de dire « Ah, ben moi, la prostate, là, je veux rien savoir, puis knowing is better than not knowing. » Puis vous prendrez la décision après. Bon, moi, je vais partager un peu mon expérience et la question va être dirigée à Dr. Valiquette. Il y a exactement 15 ans, on m'a diagnostiqué avec le cancer de la prostate. Le PSA a été monté à 6 et puis le Gleason, le machin de Gleason, là, était à 7. On m'a dit, ah, il faut l'enlever, vous avez 5 ans à vivre si vous ne l'enlevez pas. Okay. Alors, j'ai fait une prostatectomie laparoscopique. Et puis, maintenant, le PSA est à 0 depuis 15 ans, pas de problème. Les premiers 4 mois, il y avait un problème d'incontinence sérieux, c'était les couches et tout ça, mais ça s'est résolu. Et puis après ça, il y avait un problème de dysfonction érectile. On a essayé tous les pompes, les machins trucs. À la fin du compte, je suis tombé sur la piqûre, l'injection. Pas de problème. Instant, ready et tout ça là. Bon, là, tout est parfait. Mais depuis le temps, j'ai un petit problème. Quand je sors d'une chambre chaude dans une chambre froide, ça me pique et ça fait mal. Bon, chaque fois que j'ai une pensée sexuelle, ça pique. Et ça pique, ça fait mal. Et alors, j'étais voir un autre médecin. Il me dit, écoutez, pour la question du chaud et froid, je vous conseille de vous promener avec, tu sais, quand on va faire du ski, on a les mains froides, il faut presser quelque chose et ça fait chaud. C'est tout ce que je peux vous offrir. Moi j'ai l'impression que les nerfs, quand ils se sont un peu mélangés, chaque fois qu'il y avait quelque chose, ça pique. Docteur Valiquette, vous avez une réponse à ça? Écoutez, parce que l'été arrive et je ne veux pas que ça pique. C'est des cas d'espèce. C'est des cas d'espèce, puis je dois vous avouer que je n'ai pas une grande expérience dans les patients qui ont ce genre de problème-là. Moi, je vous dirais, gardez-la au chaud. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question. Thank you, gentlemen, madame. Merci, messieurs. Vous parliez pour l'autre monsieur du PSA après une infection. J'ai eu une biopsie il y a 2 semaines et j'avais une infection le lendemain. Je suis passé de 5 à 15 à cause de l'infection, donc. Ma question est, lorsqu'il est question de la prostatectomie radicale, comment est-ce que l'âge a un impact sur la récupération, la période de récupération? Évidemment, un patient plus âgé, et plus âgé, c'est défini différemment par tout le monde. D'accord? Donc, je vais être politiquement correct, là. Ma définition de vieux ou de jeune, c'est quelqu'un qui est plus jeune que moi, ça c'est sûr. Donc, j'opère beaucoup les plus jeunes qu'auparavant. Mais, évidemment, les muscles vieillissent avec l'âge. Donc, statistiquement, il y a plus de risques que si j'opère sur quelqu'un de plus de 70 ans. Je ne parle pas de quelqu'un qui fait des marathons, là, comme Laurent Pro. Lui, il est probablement en bonne forme même à 70 ans. Mais le patient de 70 ans moyen a un risque beaucoup plus élevé de souffrir d'incontinence et de dysfonction sexuelle si j'opère sur lui qu'un patient de 50 ans. Et ça, c'est purement les veines, les artères, la qualité des nerfs, la qualité des muscles. Ils sont plus en santé à 50 ans qu'à 70 ans. Donc, c'est pour ça qu'on hésite souvent à opérer des patients qui ont plus de 70 ans ou quelqu'un même qui est plus jeune que 70 ans, mais qui a une très mauvaise santé. Donc, la récupération, ça fait partie de la prise de décision dont le Dr. Valiquette parlait. C'est qu'on doit regarder les avantages, les désavantages. Donc, un cancer très agressif, parfois, si quelqu'un, on peut l'opérer, parfois, on va leur offrir la chirurgie, même si les risques sont plus élevés. Mais parfois, si on pense qu'on ne peut pas faire une bonne chirurgie, ils sont mieux de faire de la radiothérapie. Donc oui, l'âge a un impact sur comment vous allez récupérer. Et c'est clairement, ça fait partie de l'équation. C'est ça qui nous aide à décider le traitement. J'ai 75. J'ai été opéré par le docteur Zorn le 5 décembre.
Je suis 90% continent. Je n'ai pas travaillé encore sur la fonction érectile. C'est pas grave. Mais ça, c'est un point. Je ne dis pas qu'on ne les opère pas, mais vous avez l'air plus jeune que 75. Vous avez sûrement des muscles en meilleure forme que là. C'est pour ça que j'ai été très spécifique que pour la moyenne des gens, il faut peser le pour et le contre. Et c'est sûr que quelqu'un qui a un cancer agressif, ça mérite d'avoir un traitement. Et après ça, on vit avec les conséquences ou les succès. Mais c'est un cas par cas. Avant de tomber avec le Dr Zorn, j'avais été suivi pendant 8-9 ans par deux autres urologues dans un autre hôpital qui ont carrément refusé de m'opérer. Mais là, j'ai été chanceux, j'ai tombé sur le Dr Zorn, puis il dit, pas de problème. L'opération robotique, puis j'ai pris une Tylenol après. C'est ça. Et la moyenne des gens qu'on opère, en ayant une bonne sélection, récupère très bien des chirurgies. Alors, c'est un beau témoignage que quand on est en forme, la plupart des gens vont très bien récupérer. Mais il y a malheureusement des cas que le Dr Valiquette voit, c'est que oui, il y a un 5 à 10 qui vont avoir des conséquences. Merci beaucoup, Dr. Saad, Dr. Valiquette. Merci beaucoup à vous tous. So this concludes the. Alors, c'est la fin de notre soirée. S'il vous plaît, gardez en tête que toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu, on y répondra. Donc, nous allons faire un suivi, on va les publier sur notre site Web, mais on va s'assurer qu'on fasse un suivi avec les urologues parce qu'il y a certaines questions qui étaient très bonnes, mais on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Alors maintenant, avant que vous quittiez, s'il vous plaît, on vous a donné un sondage lorsque vous êtes arrivés. Ceux qui sont en ligne, vous pouvez en fait remplir le sondage. Il y a un bouton au droit de votre écran. S'il vous plaît, remplissez le sondage. Ça nous donne des bons commentaires en termes de ce que vous recherchez, en termes de sujet. Aussi vos commentaires sur ce type de forum, ce type d'approche, si c'est utile, si on a répondu à certaines de vos questions par le biais des présentations. Donc, ça nous serait très utile et très apprécié. Alors, s'il vous plaît, on veut que vous sachiez que la conférence va être disponible sur le canal YouTube dans une semaine. Et lorsque vous êtes entré ici, on vous a donné, en fait, si vous êtes arrivé en voiture, on vous a donné un ticket de stationnement. Vous n'avez qu'à vous en servir. Pour sortir, il est encore bon. Le stationnement était gratuit pendant environ 4 heures. Donc, lorsque vous allez quitter, vous n'avez pas à payer. Vous avez juste à vous servir du ticket que vous avez pris en rentrant. Finalement, n'hésitez pas à nous appeler. Nous avons une ligne sans frais. Allez visiter notre site Web. Comme j'ai dit, si vous avez des questions, des inquiétudes, on a des infirmières spécialisées pour vous répondre. Et en même temps, ça nous permet de passer vos informations, vos questions aux urologues. Alors, lorsqu'on a ce genre de conférence, on peut parler des sujets qui vous intéressent le plus. Donc, encore une fois, merci beaucoup. J'espère qu'on va vous voir à la Marche du Courage le 18 juin. Et comme j'ai dit, n'hésitez pas à nous appeler. D'accord? Merci.